Chers téléspectateurs, chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de votre émission Au risque de l'histoire. Alors, nos fidèles auditeurs le savent, plusieurs de nos émissions ont été consacrées aux missions en dehors de l'Europe et au développement du catholicisme, que cela soit en Amérique latine, bien sûr, avec la période des grandes découvertes ou encore en Asie. Or, étrangement, je dois le confesser, nous n'avons jamais évoqué l'histoire des catholiques d'Amérique du Nord. Je souhaiterais donc, à travers cette émission, combler un vide, un manque, une absence en m'attardant sur le développement du catholicisme américain du 19e siècle jusque, disons, les années 1960. Comment, tout d'abord, les migrations européennes ont construit, façonné, structuré le catholicisme américain. Comment définir l'américanisme, ce mouvement de la fin du XIXe siècle qui a été condamné par un certain Léon XIII. Quel a été le rôle de l'action catholique américaine dès les années 1920 ? Enfin, quelle a été l'influence de l'Europe sur les intellectuels catholiques américains, qui étaient d'ailleurs ces intellectuels? C'est ce que nous allons voir avec deux historiens spécialistes des États-Unis. Blandine Chély-Nippon, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine et d'histoire des relations internationales à l'université d'Aix-Marseille. Alors, à l'heure où nous enregistrons cette émission, votre dernier ouvrage n'est toujours pas sorti, mais à l'heure où l'émission sera diffusée, il sera sorti et donc il est disponible. Il s'agit des Jésuites des États-Unis. Donc vous avez étudié l'ordre des Jésuites du XVIe au XXIe siècle, l'américanisation de l'Église catholique paru aux presses universitaires du Septentrion, un livre coécrit avec Frédéric Dorel. Et votre actualité littéraire aussi, c'est ce petit livre, Géopolitique des religions. Il s'agit d'une réédition. Un nouveau rôle du religieux dans les relations internationales, paru chez Le Cavalier. Il s'agit non pas là d'histoire, mais véritablement de géopolitique contemporaine. Florian Michel, bonjour. Bonjour Christophe. Merci d'être sur ce plateau avec nous aujourd'hui, professeur d'histoire contemporaine à Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Alors vous aviez publié il y a bien longtemps La pensée catholique en Amérique du Nord, réseaux intellectuels et échanges culturels entre l'Europe, le Canada, les États-Unis, années 1901-1960, chez Desclés de Brouwer. C'est un livre qui va être édité prochainement aux États-Unis, parce que c'est un livre d'il y a plus de 10 ans, je crois. Exactement. Voilà. Il a été édité en 2010. En 2010. Effectivement, au printemps prochain, il paraîtra aux États-Unis. Et votre actualité littéraire, là aussi, il s'agit non pas d'histoire, mais d'histoire contemporaine, d'histoire du temps présent. À la droite du Père, un livre co-dirigé avec Yann Raison du Closiou. Je pense que nos fidèles auditeurs et téléspectateurs connaissent ce livre. À la droite du Père, les catholiques et les droites de 1945 à nos jours. Un livre paru aux éditions du Seuil. Alors, énormément de choses à dire sur cette histoire du catholicisme américain. Est-ce que Blandine Chély-Nippon, pour comprendre, le catholicisme américain aux États-Unis, il faut, au moins revenir à la Révolution française ? À la Révolution américaine elle-même, avant de revenir à la Révolution française, la situation du catholicisme au début de la République américaine, c'est une situation proche de zéro. Non pas que dans les colonies britanniques, il n'y avait pas de catholiques, mais le culte catholique était interdit. Selon certaines législations des différentes colonies, être pris sur le fait du flagrant délit de pratiquer cette religion, pouvez vous condamner à mort. Donc la pratique du catholicisme était particulièrement réprimée, et donc le catholicisme a été souterrain et inexistant officiellement pendant des décennies. Oui, jusqu'à la Révolution américaine, qui a donné, entre guillemets, sa chance à travers sa constitution fédérale, par le développement de la liberté religieuse ensuite, par son premier amendement, a donné sa chance à cette église à construire, et qui va la saisir d'ailleurs, et permettre ensuite un développement qui,
en 2 siècles a été spectaculaire. Et peut-être à cela s'ajoute également le fait que aux États-Unis, le catholicisme est aussi d'abord la religion de l'ennemi. C'est la religion des Franco-Canadiens, c'est la religion des Espagnols, des empires voisins et rivaux en quelque sorte. Et pour préciser, pour compléter le tableau de Blandine, c'est vraiment un catholicisme souterrain, notamment au Maryland, notamment dans le New Jersey, donc qui sont dans les campagnes. Il y a des vieilles familles d'origine anglaise, catholiques, émigrées aux États-Unis parce que il y avait un peu d'aristocratie catholique anglaise, mais ils ont fini, pour certains, par être convertis à l'anglicanisme. Et de fait, il y a quelques familles, mais vraiment perdues dans les campagnes. C'est souvent, il n'y a pas d'église officielle, ce sont dans les manoirs, en fait, de cet héritier de cette aristocratie catholique. Ce n'est pas une église des catacombes, parce que nos auditeurs le savent bien, les chrétiens ne se réunissaient pas dans les catacombes. C'est une église de maisonnée, en fait. Exactement. Oui. Blandine ? Et par ailleurs, outre ces familles de la noblesse anglaise qui a été anti-Tudor à l'époque où l'Angleterre bascule dans le protestantisme et la religion établie aussi. Vous avez aussi toute cette population qui est un peu oubliée des historiens, mais qui est celle des ouvriers manutentionnaires, ouvriers agricoles irlandais, ou des Écossais, qu'ils soient jacobites ou pas, enfin donc tout le résidu à la fois colonial et national du royaume et des 2 couronnes britanniques, qui vit aux États-Unis dans des positions, on va dire, sociales extrêmement misérables, Oui. et qui doivent en plus cacher leur appartenance au catholicisme. Donc vous avez on peut dire un ostracisme social, culturel, mais aussi institutionnel de la population catholique jusqu'à la Révolution américaine. Alors, malgré tout, il arrive à se développer, donc grâce véritablement à la liberté religieuse qui est instituée. Oui, et on ne dira jamais assez que sans finalement cette structuration très précoce d'un système donnant la liberté à la fois à tous les cultes et d'un autre côté interdisant finalement la religion établie ou la religion d'État, le catholicisme n'aurait pas pu se développer, ni d'autres groupes religieux qui sont arrivés par la suite et qui ont trouvé aux États-Unis une terre de liberté et de protection, n'auraient pas pu se joindre. Donc le pluralisme religieux américain contemporain, malgré des racines, une forte population chrétienne, existe et a bénéficié à l'origine au développement du catholicisme. Jean-Michel. De fait, il y a un personnage qui joue un rôle particulièrement important dans cette transition entre la période coloniale et la période révolutionnaire, c'est la personne de Monseigneur Carroll, qui est un héritier de ce catholicisme britannique, formé en France, prêtre dans les campagnes du Maryland, qui jésuite à l'origine, mais les jésuites sont interdits, comme on le sait, fin 18e, et il se retrouve ipso facto à la tête d'une église, mais il y a 25-30 prêtres, pas davantage à ce moment-là aux États-Unis. Et Monseigneur Carroll appartient à une famille proche de la famille d'amis de George Washington. Et de ce fait, un des cousins de John Carroll va être l'unique catholique à signer la déclaration d'indépendance, ce qui va positionner en fait le catholicisme plutôt en faveur de la Révolution américaine et du projet de la Révolution américaine, parce que précisément les catholiques avaient été d'abord victimes de cette religion établie telle que la couronne anglaise avait pu l'envisager. Et si on va encore aujourd'hui à Washington, non loin du Mall, non loin de la Maison Blanche, il y a l'université de Georgetown qui est juste à quelques centaines de mètres, 1 kilomètre ou 2 peut-être de la Maison Blanche. Et il y a encore aujourd'hui une grande statue de John Carroll qui a été vraiment le premier évêque des États-Unis
élu par un clergé très disparate, Oui. très éloigné de Rome de fait par les temps révolutionnaires. Et c'est lui qui a vraiment porté le projet de l'Église dans un premier temps. Quelle est la place de l'immigration? Parce que, en fait, aujourd'hui, on parle beaucoup des latinos en Amérique du Sud, en Floride. Quand je dis le sud de l'Amérique du Nord, et notamment donc en Floride, quelle est la place du développement, quelle est l'importance de l'immigration dans le développement du catholicisme avec les Italiens, les Irlandais ou bien même encore les Polonais? Alors, on peut dire que c'est une place considérable. Mais en même temps, si vous voulez, le début de la structuration du catholicisme s'est fait avant les grandes vagues migratoires qui l'obligent à nouveau à s'organiser. Donc, si vous voulez, de manière un peu incessante, au XIXe siècle, on assiste à une réorganisation perpétuelle de cette Église qui grandit en même temps que sa population, notamment immigrée, se développe, croît de façon spectaculaire, en arrivant quand même à presque 15% de la population au début du XXe siècle, en partant de zéro. De quasiment zéro, oui. de quelques milliers de personnes. Oui. Donc, les Irlandais, première grande vague qui suscite énormément de réactions, par ailleurs, dans la société américaine. Deuxième grande vague, la vague italienne et polonaise. Et ensuite, on a la vague européenne en général. Et ensuite, on a donc l'émigration ou l'intégration, parce que, par exemple, Porto Rico, on ne peut pas dire que c'est... l'émigration des populations latino à partir du XXe siècle. Je voulais revenir sur deux éléments qui ont été mentionnés par vous, Christophe, et par vous, Blandine. La Révolution française joue également un rôle dans cette histoire du catholicisme américain parce qu'un certain nombre de prêtres, d'évêques, de missionnaires vont devoir émigrer en fait aux États-Unis. Et on sait bien que dans le premier tiers du XIXe siècle, il y a quasiment la moitié des évêques américains qui sont français, de nationalité française, présents sur le sol. Et de fait, il y a là une première cartographie en fait, de l'Église des États-Unis. De la même manière, les sulpiciens français vont jouer un rôle majeur dans la structuration du séminaire de Baltimore, puisque c'est à Baltimore qu'il y a la métropole pendant longtemps aux États-Unis, donc une première vague, non pas d'émigration de population, mais d'émigration en quelque sorte sacerdotale, épiscopale, qui va permettre l'accueil. Il y a encore un grand nombre d'institutions aux États-Unis, à commencer par l'université de Notre-Dame, dans l'Indiana. Ce sont des prêtres français qui ont bâti dans un premier temps cette institution. Et Blandine, vous rappeliez à juste titre l'importance de cette émigration irlandaise dans un premier temps sur le plan numérique. Et on ne rappellera jamais assez l'anticatholicisme farouche de la population états-unienne, cette fameuse culture WASP, donc de White, Anglo-Saxon, Protestant, qui sont très, très attachés à leurs racines protestantes, très nativistes, comme on dit dans le vocabulaire historien. Et de fait, ça va compliquer sacrément les relations entre cette population immigrée catholique et la population américaine. Et puis il y a tout un segment de l'histoire des États-Unis, No to Popery, les Irlandais sont interdits de candidature sur un certain nombre de postes. Enfin, c'est un vrai sujet. On peut dire que l'Église catholique aux États-Unis est une église d'immigration et une église qui va finir par s'implanter, se développer, mais avec toutes les réticences d'une partie de la société. Mais justement, est-ce que ce développement se cantonne finalement à cet état migratoire? Vous avez des gens qui arrivent aux États-Unis et donc qui sont déjà catholiques, ou il arrive à s'étendre, on imagine qu'il s'étend, vu que vous parlez à la fin du 19e siècle de 15% de la population? Alors, il s'étend et... Je rebondis sur ce que vient de dire mon collègue. Oui, parce que effectivement, l'agrandissement du territoire américain, qui s'est fait par étapes vers l'ouest, et pas toujours de manière très pacifique, comme on le sait, a aussi placé cette Église devant
de nouvelles populations qui étaient là avant la conquête, on va dire. D'abord, par exemple, cette population franco-indienne, créole, franco-indienne, qui vivait le long du Mississippi et qui avait ses propres traditions. Et ensuite, en continuant après la guerre contre le Mexique, on a toutes les populations mexicaines et autochtones qui sont elles aussi déjà catholiques. Et les deux... avec des langues, l'espagnol et le français. Donc il y a cette anomalie francophone qui est celle du clergé, qui émigre. Donc c'est un patchwork. Vous avez un patchwork de population. Et là-dedans, j'allais dire une construction qui s'est faite par une volonté collégiale, vraiment, qui s'est construite d'évêques qui ont réfléchi l'avenir de cette Église en fabriquant des conciles. Il y en a eu 3 au XIXe siècle, qu'on appelle les conciles de Baltimore, et qui ont, qu'un an, essayé de, pas qu'un an, parce qu'ils ont été très efficaces, très concrets, de résoudre les problèmes les uns après les autres, et d'articuler cette Église dans des relations d'abord des catholiques entre eux, parce qu'ils avaient des origines il pouvait y avoir des tensions. Voilà. Des catholiques avec leur clergé, Oui. Et du clergé lui-même avec les évêques, et des évêques ensuite avec Rome. Donc voilà, c'est comme un puzzle qu'il a fallu bricoler, qui a pris un bon siècle. Florian Michel. Ouais, c'est vraiment une histoire passionnante parce que, Blandine, vous le rappeliez à juste titre, tout l'agrandissement des États-Unis se fait en vérité vers des territoires qui sont catholiques. On peut penser à Los Angeles, à San Francisco ou au Texas, Fort Alamo. En fait, c'est un couvent dont il est question dans la bataille. Ou bien à Corpus Christi. On est là dans une topographie qui est véritablement marquée profondément par le catholicisme espagnol. Ça, c'est vrai pour l'ancien empire espagnol, mais c'est aussi vrai du côté de l'ancienne France. Toute la vallée du Mississippi était marquée par un certain nombre de missions, à commencer par les missions jésuites. La Nouvelle-Orléans, aujourd'hui a une cathédrale, mais il y avait des missionnaires, il y avait des religieuses. Pareillement, alors c'est un peu plus tard dans l'histoire, mais à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, vous avez plus d'1 million de Franco-Canadiens qui vont migrer de la vallée du Saint-Laurent vers ce qui va devenir tous les États de la Nouvelle-Angleterre, donc le Maine, le New Hampshire, le Connecticut, etc. Et on parle français dans cet espace jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, en vérité. Et ils arrivent avec leur culture catholique, avec les cercles Saint-Jean-Baptiste, avec les paroisses Saint-Louis et Sainte-Jeanne d'Arc. On a des témoignages extraordinaires sur la persistance de ces chrétientés jusque dans les années 30, 40 et même probablement encore un peu au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, même si évidemment après ça finit toujours par s'américaniser. Pour tout vous dire, j'étais il y a 2 ans, 3 ans dans une paroisse aux confins du Massachusetts et du Maine. Le prêtre parlait français, on a été accueillis en français et les enfants étaient sociabilisés en français le temps du week-end. Donc c'est des éléments qui durent en fait jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes sur KTO et je reçois Blandine Chéligny-Pont et Florian Michel, spécialistes de l'histoire des États-Unis, l'histoire des catholiques américains, cette histoire que nous évoquons. Alors je le disais en introduction, j'ai pris un terme qui est celui d'américanisme. Nos auditeurs le savent bien, nous avons évoqué l'anglicanisme, nous avons donc pour l'Angleterre, nous avons évoqué le gallicanisme pour la France. Est-ce que l'américanisme, c'est la même recette, à savoir une sorte de volonté d'indépendance ou bien d'autonomie de l'Église américaine? L'américanisme est condamné par Léon XIII à la fin du XIXe siècle. Qu'est-ce que l'américanisme, Blandine Chéligny-Pont? Alors l'américanisme, c'est, si j'essaie d'être très rapide, c'est une des 2 réponses du catholicisme états-unien à sa situation. À sa situation de minorité, patchwork, mal accepté, et qui quand même ne cesse de grossir et qui doit résoudre sa propre unité, on va dire. Donc on a d'un côté ceux qui, et c'est une veine qui dure, ceux qui
pense que la société américaine est définitivement hostile ou qu'elle est contaminante, c'est qu'il faut vivre entre soi et développer une catholicité, on pourrait dire un peu de ghetto, ou en tous les cas qui ne serait pas affectée par la modernité et la société américaine. Et vous avez une autre veine qui est optimiste. Et qui considère que les États-Unis sont une terre d'opportunités absolument fantastique pour les catholiques et pour l'Église catholique en général. Et même qui commence à développer l'idée que c'est par cette petite Église qui est en train de prendre des forces que la catholicité va avancer vers l'avenir. Donc l'américanisme, c'est un peu une pensée pré-progressiste, ou en tous les cas très optimiste, et qui, dans l'élan de son optimisme, notamment vous avez un acteur qui s'appelle Isaac Ecker, et qui est un converti, qui a fondé une société missionnaire de prêtres, les paulistes. Et donc il écrit très très bien, et il est assez brillant, et il se prend à rêver de tout ce que la société, enfin, et l'esprit d'initiative des Américains, enfin, cette espèce de mentalité pionnière, peut avoir comme impact sur les laïcs. Et il faut que les laïcs catholiques s'investissent et que peut-être les vertus actives devraient être davantage comment dire, utilisées dans l'Église que la vertu d'obéissance, voilà, que le fait d'écouter, d'être enseigné, enfin voilà, qu'il faut un peu plus de dynamisme. Et pourquoi est-elle condamnée alors cette Parce qu'après ça tapait, j'allais dire, dans des considérations beaucoup plus européennes et c'était un refus de l'autorité romaine ou pas? Parce que c'est ça la question non, pas aussi. Du tout. Je vois ça avec distance. En tous les cas, Isaac Ecker a été traduit en français à Paris avec une préface du cardinal Ireland, qui est une grande personnalité de la fin du 19e aux États-Unis. Et là, le scandale a éclaté. C'était plus du catholicisme, c'était du protestantisme, même pas déguisé. C'est arrivé jusqu'à Rome. Et l'affaire a fini par être tranchée par une lettre qu'on présente comme une condamnation. Il faut la relire, c'en est pas une. C'est pas une condamnation. C'en est pas une du pape Léon XIII qui réexplique à la jeune Église américaine qu'il faut pas qu'elle aille trop sur cette pente-là, au risque de sortir de la communion catholique. Et tous les évêques disent, mais c'est pas, non, ne vous inquiétez pas, c'est pas du tout là, pas du tout le cas. Pour ma part, je crois qu'il y a également des questions politiques qui se posent, et notamment la question du modèle politique américain. Est-ce que c'est une piste d'avenir pour les pays catholiques ou pas? Et quand on voit la prospérité de l'Église et le développement de l'Église catholique aux États-Unis tout au long du XIXe siècle, les catholiques américains, naturellement, relient leur propre prospérité à la liberté religieuse, la liberté de conscience, et à ce positionnement en faveur de la révolution américaine. En Europe, la papauté est évidemment profondément marquée par la Révolution française. La question de la liberté de conscience ne se pose pas encore pour les différents papes de la fin du XIXe siècle. Ça sera une maturation très lente. On a quelques ouvrages sur le sujet, je pense notamment aux travaux de François Huguenin, mais il va falloir, du côté européen, pas loin de 150 ans, 160 ans, pour parvenir à un point de maturité sur cette question de la liberté de conscience qui est acquis en fait aux États-Unis dès le moment de la Révolution, dès le moment de Jefferson, en quelque sorte. Je rejoins tout à fait ce que vous disiez, Blandine. Il n'y a pas aux États-Unis une défiance à l'égard de Rome. Il y a un éloignement géographique nécessaire. Il faut 10 jours, 15 jours en bateau pour franchir les océans. Et en même temps, les évêques américains sont très en faveur d'une romanisation de leur clergé. Il y a un séminaire américain qui est bâti fin 19e siècle à Rome directement, pas très loin de la place Saint-Pierre. Il y a ce souci romain qui est évident, mais il y a la question politique.
et du modèle politique, parce que la plupart des libéraux catholiques en Europe se tournent vers les États-Unis. Un Tocqueville, par exemple, il voit l'un des modèles à suivre. Il ne comprend pas pourquoi l'Église ne s'engage pas davantage dans cette direction. Et je crois qu'il y a également, outre la question politique, la question universitaire. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, très vite, il y a un immense réseau d'universités qui se développent, des universités protestantes, on connaît Princeton, Columbia, Harvard, etc. Mais il y a également des universités catholiques et notamment jésuites, et précisément parce que c'était une des obligations faites à travers les conciles de Baltimore, qui va bâtir en fait un réseau d'instruction catholique des écoles jusqu'aux universités. On l'oublie aujourd'hui, mais quasiment un quart des universités aux États-Unis sont catholiques. Et parmi elles, un bon nombre sont jésuites. Et donc, de fait, il y a un certain nombre de scholars, d'érudits catholiques qui vont se retrouver en confrontation avec des érudits protestants, avec une forme de compétition. Et il va naître un certain nombre de dialogues. Et dans les dialogues, il y a un peu d'ajustement nécessaire sur la question, notamment de l'interprétation des Écritures saintes, sur la question de la science, le darwinisme. Enfin, tout ça fermente, en fait, dans les milieux académiques américains et donc catholiques. Et donc, on sent bien que l'affaire n'éclate de l'américanisme qu'au contact de la traduction que vous évoquiez, et dans le contexte français d'une naissance du modernisme. Alors, c'est vraiment la question... si on veut fâcher les catholiques américains, on pose la question de l'américanisme, parce que pour la plupart d'entre eux, ils sont hyper romains dans l'esprit, attachés aux singularités américaines, bien sûr, mais l'américanisme fin 19e, c'est ce qu'ils appellent une hérésie fantôme, c'est-à-dire qu'on a redéfini un certain nombre de choses, et il fallait le faire, mais personne, en vérité, ne souscrivait véritablement à ce qui avait été ainsi dénoncé. Alors, dans ce personne, il faut des nuances, parce que, par exemple, le pape Léon XIII rappelle la nécessité du primat de la vie spirituelle sur l'action. Et ça, pour le coup, je pense que les catholiques américains en ont conscience, c'est-à-dire qu'ils sont très forts pour bâtir des églises et des sanctuaires, et un peu moins pour l'animation intellectuelle et pastorale. Donc, est-ce que l'américanisme n'est pas aussi une façon, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur l'immigration et le fait que, ce que vous disiez sur les conciles de Baltimore, l'idée que vous aviez plusieurs communautés catholiques, une italienne, une polonaise, etc. Est-ce que l'américanisme n'est pas aussi le symbole de la création, au fond, d'une identité catholique américaine? Non, alors, si on le prend comme ça, je répondrai oui. Vous voyez, par rapport à votre précédente question. Oui. C'est-à-dire que, à travers cette sensibilité qui se crée et qui s'énonce, vous avez effectivement, au tournant du XXe siècle, enfin, à la fin du XIXe siècle, une forme de seuil qui a été atteint, à l'intérieur duquel les catholiques, avec leurs propres origines nationales et même continentales diverses, vont pouvoir se rassembler dans une forme de modèle. Le catholique américain, il est engagé, et le laïc, voilà, c'est vraiment, j'allais dire, de l'action catholique avant la lettre. Il va s'engager au service de sa paroisse. La question scolaire est très importante. La question éducative universitaire est très importante. Et ensuite, bientôt, la question sociale va devenir très importante. Donc, on a des objectifs, je ne dis pas à atteindre, mais en tous les cas, à contribuer, à construire. Donc, de ce point de vue, oui, c'est une sensibilité, l'américanisme. Et pour rebondir encore, je dirais que ce Monseigneur Ireland dont on a parlé tout à l'heure, qui a fait une préface, voilà, il est allé, il a été utilisé par le pape pour apporter en France, parce qu'il parlait très bien le français, il venait du Midwest à l'époque, encore un peu francophone. Tous les gens cultivés par les Français à l'époque. Oui, voilà. Dans le monde. Et c'est lui qui a apporté la lettre de 1992 de ralliement des catholiques à la République, et il défendait le modèle républicain à l'américaine, le modèle démocratique et républicain à l'américaine, en disant que c'était
vraiment ce qui était le plus compatible avec la liberté des catholiques, qu'il ne fallait pas en avoir peur, il ne fallait pas avoir peur, citant son propre modèle de la séparation, qui était quand même un modèle qui n'était pas défendu jusque-là par l'Église catholique, Oui. attendant du pouvoir politique ou du pouvoir étatique un soutien économique aussi. Et donc là, ce système de séparation où chaque église se débrouille financièrement, c'est qui a été très compliqué de partir de rien avec $0 en poche pour bâtir des diocèses et toute une structuration territoriale. Bon, ça a été vraiment très compliqué, mais un bon sens pratique énorme. Et donc, la séparation a profité aux catholiques. Voilà ce qu'il a... Ce qui est fascinant, en fait, en préparant cette émission, c'est de voir qu'au fond, et vous le disiez, la meilleure image, hein, c'était ces 20 ou 30 prêtres qu'il y avait au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, 25% de la population américaine est catholique, 20-25%. C'est de voir cette croissance. Vous évoquiez les universités, vous évoquiez la question sociale, donc les hôpitaux, les diocèses qui se développent. Est-ce qu'on peut dire que c'est au fond une chrétienté d'Amérique du Nord qui s'est développée au XIXe et au XXe siècle? Bien sûr, c'est une chrétienté, avec à nouveau tous les liens qu'il faut avec Rome, avec l'Amérique du Sud. Enfin, c'est une église aussi profondément attachée au Saint-Siège et profondément missionnaire. Moi, ce qui me frappe dans la construction de cette chrétienté, c'est l'image qu'on a déjà employée, celle d'un patchwork. Comment faire de diverses communautés polonaises, hongroises, italiennes, franco-canadiennes, espagnole, texane, etc. Comment peu à peu, on prend conscience de l'unité de cette Église, comment on dépasse les hostilités qui ont pu exister entre tel ou tel, entre les Irlandais et les Français. Il y a eu quand même des excommunications, il y a quelques évêques irlandais qui étaient très hostiles au clergé francophone. Donc, comment peu à peu, on finit par construire une Église à la fois dynamique, missionnaire, unie, à partir de ce patchwork social, avec des références culturelles et même catholiques assez diverses, ouais. En vérité, dans un premier temps, entre les franciscains missionnaires espagnols, qu'on peut voir dans certaines séries télé pour enfants, le Santa Barbara, Los Angeles, etc., et ces grands évêques bâtisseurs irlandais, souvent d'origine, il y a quand même un monde au sens propre. Moi, j'étais toujours très, très frappé par le pluralisme interne de cette Église catholique aux États-Unis. Une fois, je me suis retrouvé à la messe à San Francisco, dans un couvent de religieuses carmélites fondé au temps des Cristeros. Et donc, ils avaient migré, et en fait, ils avaient rapporté dans la fin de la première moitié du XXe siècle, toute une culture catholique très marquée. Une autre messe, au contraire, chez les franciscains à Chicago, où c'était que des latinos, et pour l'offertoire, c'était des caddies de supermarchés qui circulaient, et chacun mettait un paquet de chips ou un paquet de céréales, parce que c'est ce qu'ils avaient, etc. Donc, il faut vraiment prendre la mesure de cette diversité de l'Église américaine, et c'est ce qui fait aussi sa richesse, en vérité, je crois, aujourd'hui. Quel a été le rôle de l'Action catholique? Parce que c'est vrai que l'Action catholique, en Europe, on la voit comme un mouvement visant à, dans une société sécularisée, parfois anticléricale, eh bien, cette Action catholique, on la voit comme un mouvement qui est une réponse. Or, là, on a une action catholique, la Catholic Action, et la Catholic Action existe bel et bien aux États-Unis. Quel est son rôle dès les années 1920 ? Alors, vous l'avez dit, elle est plus précoce, finalement, oui, cette Catholic Action, que l'Action catholique qui a été planifiée, on peut dire, depuis Rome et par des textes magistériels. Donc, la question de, finalement, l'apostolat des laïcs
aux États-Unis, on a un marqueur assez important qui est la Première Guerre mondiale. Parce que la Première Guerre mondiale a été l'occasion pour l'Église catholique américaine et les catholiques de montrer leur loyauté vis-à-vis de la nation américaine. Et beaucoup d'entre eux se sont engagés de manière volontaire dans le conflit. Et tout un ensemble d'institutions se sont mises en place à travers une conférence nationale qu'on appelle le War Council. Et cette conférence nationale de gestion de guerre et d'engagement catholique auprès des soldats, des familles, enfin bon, s'est transformée juste à la fin de la guerre, en 1919, en Catholic Welfare. Et la même structure s'est construite avec des silos. Des silos. Alors l'action sociale, l'action caritative, l'éducation, la famille, et ça a été un catalyseur extraordinaire. On a dans les années 20 une floraison d'initiatives de toutes sortes qui ont été inventées par l'ingéniosité des catholiques américains et qui, tous azimuts, se sont instillés dans les réseaux de la société américaine, ont réseauté des sodalités, des confréries, enfin, dans tous les sens, mais vraiment une floraison, et aussi d'un point de vue intellectuel. Là, vous avez eu ce qu'on appelle un printemps catholique qui s'est mis en place avec le développement de la presse. Les Américains ont très très tôt pris conscience de l'importance de la communication, et donc la presse catholique a pris son envol. Donc tout ça s'est produit, si vous voulez, cette action catholique, ou la Catholic Action, elle a commencé avant finalement le coup d'envoi pontifical au début des années 30. Alors justement, Florian Michel, je me tourne vers vous. Voilà, j'ai reçu sur ce plateau le père Slattery, si mes souvenirs sont bons, qui est américain, et qui m'a dit avec son accent, parce qu'il parle très bien le français, vous, en Europe, vous avez les idées, nous avons l'argent. Est-ce que, d'abord, il y a des liens entre, dans ce mouvement que vous décriviez, est-ce qu'il y a des liens entre les penseurs catholiques européens et les États-Unis? Est-ce que se développe une pensée propre, intellectuelle, américaine, tout au long du XXe siècle? Alors, avant d'observer le développement d'une pensée américaine, on observe deux mouvements, à mon sens. La venue en Europe d'un certain nombre de séminaristes états-uniens ou canadiens. Ils viennent à Rome, bien sûr, mais ils viennent aussi à Paris, ils viennent à Louvain, ils viennent dans nos universités pour se former, parce qu'ils ont conscience que sur un certain nombre de plans, eh bien, il leur manque un certain nombre de matériaux, de manuscrits ou une tradition intellectuelle. Et il y aurait des histoires vraiment importantes à préciser. Par exemple, Étienne Gilson, quand il arrive à Toronto, ville protestante, ville de business, pas une ville franchement académique. Il y a une congrégation d'origine française qui s'adresse à lui et qui lui dit, ben voilà, nous on voudrait créer un institut d'études médiévales. Il dit, ben, très bien, je relève le défi, mais vous me donnez 10 jeunes de vos novices recrues, et on va les envoyer, les uns à Bologne, les autres à Oxford, les autres à Strasbourg, etc., pour qu'ils puissent ensuite rapatrier en Amérique du Nord cette culture intellectuelle qui est la nôtre. Et le deuxième mouvement absolument très important, c'est précisément un certain nombre d'intellectuels, de philosophes français, belges, européens au sens large, qui vont partir au lendemain des années 20, dans les années 30 et encore au-delà, pour enseigner la philosophie de saint Thomas, pour créer des instituts d'études. J'évoquais la figure de Gilson. C'est un parcours fascinant parce que Gilson, il est mandaté, à ce moment-là, Étienne Gilson, il est né à la fin du XIXe siècle, il est élu à la Sorbonne en histoire de la philosophie médiévale dans les années 20, et c'est le recteur de l'Académie de Paris qui lui dit dans les années 20, en 1926, bon, bah, vous allez me représenter à un colloque à Montréal.
bon soldat, il s'y rend, il va découvrir donc, les catholiques d'outre-Atlantique, il va être invité à Harvard, il va être invité à Toronto, il va donner quasiment pendant 50 ans un semestre de cours en Amérique du Nord, faisant la navette constamment entre les États-Unis, le Canada, la France, etc. Il va fonder donc à Toronto un institut d'études médiévales et qui va devenir l'Institut pontifical des études médiévales. Donc c'est vraiment un paradoxe. L'Institut pontifical des études médiévales, reconnu par le Saint-Siège, n'est pas dans une ville européenne ou dans une ville d'origine médiévale, mais sur le bord du lac Ontario, dans une ville entourée où il y a plein de gratte-ciel. Et ça me paraît intéressant parce que cet institut va former ensuite, quasiment pendant 30 ans, tous les professeurs de philosophie médiévale aux États-Unis. À partir de là, il va y avoir, ils vont venir chercher leur diplôme, leur doctorat, publier leurs travaux. Il y a une revue, les Medieval Studies, et c'est vrai pour Gilson, mais c'est également vrai pour Maritain, Jacques Maritain, qui a passé pas loin de 20 ans de son existence aux États-Unis. On n'a jamais bien compris pourquoi, vu de France, mais pourquoi il ne vient pas donner ses cours à la Cato, pourquoi il ne vient pas au Collège de France, qui l'a invité. Et il a dit, mais non, moi, pour le développement de la philosophie que je représente, pour sa traduction en langue anglaise, pour en quelque sorte gagner de nouveaux lecteurs et un nouveau public, une nouvelle intelligence dans ce siècle qui devient américain, il est important que je sois présent à l'Université de Chicago, à l'Université de Princeton, à l'Université de Notre-Dame, et on le voit bien jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à partir de cet entre-deux-guerres et de la greffe de ce renouveau thomiste qui à Paris, c'est des plaisanteries dans le milieu maritain. Le renouveau de Saint-Thomas, ça tient sur un canapé dans le salon de Meudon où Jacques Maritain habitait. Aux États-Unis, ça va vraiment trouver une nouvelle audience parce que précisément ces catholiques américains qui sont si généreux, et c'est vraiment frappant, c'est-à-dire qu'effectivement, ils sont très forts pour bâtir des institutions. Dans un premier temps, il était un peu moins pour lancer des revues, sur le plan académique, ils avaient un petit fossé à franchir. Donc le renouveau thomiste dont on glose beaucoup et dont on se moque un peu finalement en France, il ne prend pas en France, en revanche aux États-Unis il se développe. Il ne prend pas en France, il faudrait regarder les périodes, parce qu'en fait il y a un certain nombre de revues qui continuent de travailler, de bien travailler. Et de fait la tradition philosophique va inclure les apports de ce renouveau le thomisme, et de fait Maritain est traduit aux États-Unis, Gilson est traduit aux États-Unis, Yves Simon, qui est un disciple de Maritain, joue un rôle considérable. Moi, ça m'avait frappé, par exemple, au moment de l'élection de Joe Biden. Joe Biden explique dans un entretien avec un journaliste américain qu'il a lu Maritain et qu'il a été profondément marqué par Maritain. Et ça vient dire quelque chose, c'est-à-dire que cette bonne volonté sociale catholique, elle se double en réalité d'un vrai désir intellectuel. Alors, est-ce qu'il a tout compris, est-ce qu'il a tout lu, c'est pas le sujet. Le fait est que, pour le catholicisme américain, Maritain signifiait quelque chose. Il y a des grands intellectuels américains catholiques ? Oui. Il y a des grands auteurs, oui, bien sûr. On en parlait précédemment avec Blandine. Quelqu'un comme George Weigel, le biographe du pape, représente quelque chose. Mais à cette époque, dans les années 20, dans les années 30, dans les années 40, non, c'est encore trop tôt. C'est trop tôt à ce moment-là. C'est vraiment trop tôt. Ils n'ont pas d'interlocuteur, concrètement, dans un premier temps. Et ensuite, il y aura des réseaux de doctorants. Il y aura souvent, Maritain et Gilson, quand ils arrivent aux États-Unis et au Canada, c'est plutôt les intellectuels protestants qui les accueillent, avec un certain nombre de dialogues, pas toujours féconds, mais en tout cas des échanges. Il faut attendre pour que se développe effectivement la figure de l'intellectuel américain catholique. Oui. Mais ce qu'il y a d'intéressant, alors c'est une question purement intellectuelle, je prie les auditeurs et téléspectateurs de bien vouloir m'en excuser, mais finalement on voit le développement des études médiévales. Et j'en reviens à cette idée de chrétienté. Est-ce qu'il y avait dans cette idée de développer ces études médiévales, au fond, une sorte de compréhension du catholicisme américain comme étant le reflet de ce qui s'est passé précisément à l'époque médiévale, à savoir le développement d'une chrétienté ? Je pense qu'il y a l'idée d'une longue tradition
du catholicisme qui séduit aux États-Unis, au-delà de cette image d'un nouveau monde. À New York, c'est le musée des cloîtres, typiquement. Ça joue un rôle culturel majeur, pas simplement sur le plan philosophique. La plupart des campus américains, au contraire des campus français, ressemblent. Il y a un style néo-gothique qui se développe et dans la période. Sur le campus de l'université protestante de Chicago, on a l'impression d'être dans un cloître en Italie, si vous voulez. Donc il y a quand même un marqueur au-delà du catholicisme, de l'idée du Moyen-Âge. On évoquait tout à l'heure la Première Guerre mondiale. Il y a des bibliothèques entières qui brûlent en Europe pendant la Première Guerre mondiale. Il y a aussi cette idée que les États-Unis et le Canada seront à moyen terme peut-être le refuge de la civilisation occidentale. Et ça joue dès les années 20, dans les années 30, dans toutes les bibliothèques pontificales ou dans les grandes bibliothèques européennes, vous avez des étudiants américains qui vont faire des photosets dans la période pour essayer, dans le prochain conflit, sauver autant qu'ils peuvent un certain nombre de choses. Donc Alors, je me tourne parce qu'il reste 6 minutes et il y a une question qu'on n'a pas abordée qui est, au fond, l'engagement aussi politique des catholiques américains. Est-ce que cet engagement politique est plutôt tourné vers l'engagement démocrate ou l'engagement républicain? Je parle avant, dans les années 50, dans les années 60, je ne parle pas d'aujourd'hui, parce que c'est un autre sujet. Comment les catholiques américains se départagent dans l'échiquier politique américain de cette époque? Alors, ils sont globalement, jusqu'aux années 60, d'un point de vue électoral basique, on va dire, démocrates. C'est-à-dire qu'ils ont été accueillis par le Parti démocrate, enfin celui du Nord, parce que dans le Sud, les démocrates étaient plutôt sudistes, et la culture sudiste n'était pas toujours très favorable aux catholiques, on va dire. Mais les démocrates ont joué le jeu de l'accueil, de la société plurielle, du pluralisme, des immigrés, et donc l'électorat catholique s'est retrouvé aussi protégé en tant que minorité. L'électorat catholique, oui, en tant que minorité, et le Parti démocrate s'est spécialisé dans la défense des nouvelles minorités. Ça a continué jusqu'à nos jours. Donc, par ce biais minoritaire, ils ont été démocrates, et ils sont devenus très loyalement démocrates à partir du moment où, dans les années 30, le Parti démocrate est devenu social et a développé un projet de welfare state qui fait que le président Roosevelt a été la grande passion des électeurs catholiques. Et donc, jusqu'aux années 60. Et on trouvait des hommes politiques catholiques chez les démocrates, exclusivement, jusqu'aux années 60. Donc, il y a ce phénomène-là. Et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, s'il y a un domaine dans lequel l'intelligentsia catholique s'est construite aux États-Unis avec ses auteurs, avec ses théologiens comme John Courtney Murray, qui est un jésuite, comme John Lafar, qui est un jésuite aussi, qui a fait l'encyclique sur le racisme, qui n'est pas sorti finalement depuis 11. Thomas Merton, par exemple. Thomas Merton. Donc toutes ces grandes figures-là ont réfléchi la compatibilité catholique avec la démocratie, avec les droits et libertés, et je pense que aussi une contamination méconnue de leur apport se retrouve chez Maritain. Florian Michel? Sur la question politique, Blandine, vous avez tout dit. Effectivement, l'enracinement démocrate au moment de la coalition rooseveltienne, moi j'étais très frappé. Un des prêtres qui finit mal, du reste, le père antisémite Coolin, voilà, exactement, qui explique en 1933 que le New Deal, c'est en fait un deal proposé par le Christ. Roosevelt va citer Quadragesimo Anno, l'encyclique sociale de Pie XI. Donc il y a vraiment un enracinement de la communauté catholique dans le camp démocrate, à partir en fait
au lendemain de la Première Guerre mondiale, et jusqu'aux années 60-70. Tout cela vole en éclats au moment de la recomposition de la majorité morale dans les années 1970-80, ce tournant qui va conduire à l'élection de Reagan. Et là, il y a un vrai tournant dans l'histoire politique de la communauté catholique états-unienne. Et Reagan est le symbole de cette rupture ? Ce renversement. Oui, tout à fait. Précisément parce qu'autour de Reagan, il y a cette majorité morale qui est tout à la fois protestante et catholique, en vérité. Il y a tout un apport de catholiques conservateurs, de théologiens conservateurs qui vont être assez présents dans les réseaux de la Maison-Blanche. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau pour évoquer ce catholicisme américain. On le connaît mal et c'est absolument passionnant. Il faut mentionner, alors je n'ai pas l'exemplaire en ma possession, mais la revue Codex, nos amis de la revue Codex ont réalisé... En 2020, juste avant l'élection de Joe Biden, un numéro entier consacré à l'histoire du catholicisme américain. Il y a des photos, il y a des cartes. Donc, nous avons tous les deux participé. Donc, ce numéro est disponible à la procure, il est disponible en ligne sans aucun problème. Alors Blandine Cellini, Pont, l'américanisation de l'Église catholique, les jésuites des États-Unis, 16e, 21e siècle, un ouvrage paru aux presses universitaires du Septentrion, encore une fois. À l'heure où nous enregistrons cette émission, je n'ai pas cet exemplaire. À l'heure où l'émission est diffusée, eh bien, vous pouvez trouver ce livre absolument indispensable pour comprendre le catholicisme américain. C'est un livre coécrit avec Frédéric Dorel. Votre actualité littéraire, c'est aussi la réédition de la géopolitique des religions, donc une vision moins historique, plus géopolitique, plus contemporaine. Donc un nouveau rôle du religieux dans les relations internationales, coécrit avec Roland Dubertrand et Valentine Zuber. Je me tourne vers vous, Florian Michel. Donc la pensée catholique en Amérique du Nord, réseaux intellectuels et échanges culturels entre l'Europe, le Canada. Je salue nos amis canadiens, nous n'avons pas parlé du Canada, nous le ferons sûrement lors d'une autre émission. Donc le Canada et les États-Unis, années 1920-1960, paru chez Desclés de Brouwer, et pour ceux qui veulent même pratiquer leur anglais, eh bien ça sera traduit dans les prochaines semaines aux États-Unis. Et puis votre actualité littéraire, c'est ce must-have, comme disent les Anglais, à la droite du Père, les catholiques et les droites de 1945 à nos jours, coécrit avec Yann Raison du Closiou, paru aux éditions du Seuil. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs et chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Nous avons parlé du gallicanisme tout à l'heure et de l'anglicanisme. Ce sont deux émissions que nous avons réalisées. Donc, Au risque de l'histoire, n'hésitez donc pas à aller sur ktotv.com dans la rubrique Au risque de l'histoire afin de retrouver cette émission. J'ai fait le décompte, je crois qu'on est à plus de 125 émissions aujourd'hui d'Au risque de l'histoire. Donc, de nombreuses ressources, n'hésitez pas à aller sur ktotv.com. Et pour ceux qui aiment l'histoire en général, n'hésitez pas à aller chez notre partenaire storiavoce.com. Merci beaucoup et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle émission de Risque de l'Histoire.